Merci Jérôme, magnifique intervention. Je demande à notre Jérôme de venir à l'estrade pour nous parler. Monsieur Jérôme Bonafont, ambassadeur de France en Espagne. Merci. Muchas gracias, presidente. Secretario de Estado, Madame la ministre, chère Anna, Monsieur le Président des Entretiens de Royaumont, chers amis de France, queridos amigos de España, permítame dar las gracias aux Entretiens de Royaumont y a la Chambre de Commerce para organizar esta conferencia hoy, aquí en este lugar de prestigio. Y permítame hablar en francés porque lo que tengo que decir no puedo decirle bien en espagnol. Merci donc pour le choix de ce thème, impôts, dépenses et croissance, comment construire un cercle vertueux. Cela souligne bien le fait, comme vous l'avez dit, que les trois éléments sont indissociables et qu'on ne peut parler d'impôts sans parler de dépenses publiques et qu'on ne peut parler d'objectifs de croissance sans penser au système de prélèvement public et de financement. Et le rôle de l'État est bien de trouver cet équilibre entre les trois qui permettent d'aller vers l'optimum économique et social pour le présent, mais aussi, vous l'avez rappelé, pour les générations futures. Alors l'actualité du thème, elle est évidente. Vous l'avez dit, à l'heure où l'eurozone tout entière, Allemagne comprise, risque la panne de croissance. Les dernières prévisions pour la zone euro en 2014 sont de 0,6%, alors qu'elles sont de 1,5% pour les États-Unis et de 2,5% pour le Royaume-Uni. Les gouvernements tentent de trouver les réponses pour inverser cette tendance, mais d'autres indicateurs sont préoccupants. Une inflation si basse qu'on craint la stagflation, des dettes publiques qui ont atteint des proportions très élevées, partout près de 100% du PIB, le chômage, 11,5% dans la zone euro, 23% pour les jeunes, la faiblesse de la croissance, je le disais, y compris une croissance négative pour un trimestre en Allemagne et en Italie, une inflation de 0,3%, en deçà du niveau de 2% que la Banque centrale européenne juge un niveau d'équilibre. À ce moment précis, il est évidemment primordial de s'interroger sur la pression fiscale, les dépenses publiques, le contrôle du déficit et la façon de construire cet environnement favorable à la croissance et à l'emploi. Et il est capital de réviser notre appréciation des politiques susceptibles de stimuler la croissance par la demande, par l'offre, par la dépense publique. Le président de la République le rappelait récemment, le danger n'est plus, comme en 2012, de voir la zone euro se disloquer. Grâce aux décisions du Conseil européen, de la Banque centrale européenne, cette crise a été maîtrisée, la monnaie unique a été préservée, les taux d'intérêt sont redescendus à un niveau historiquement bas. Non, disait le président, le danger c'est l'enlisement des économies européennes dans la stagnation, c'est-à-dire un scénario de fin de croissance, l'austérité budgétaire se conjuguant à un niveau élevé de l'euro et la faible inflation s'ajoutant à la faible croissance. Alors revenons à l'origine du thème qui nous occupe aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler de ce thème sans faire référence à l'histoire de chacun de nos pays, car l'Europe n'est pas une, l'Europe et le système fiscal d'un pays est le fruit de son histoire, et son histoire résulte aussi de son système fiscal. Ne l'oublions pas, la Révolution française trouve une grande partie de ses origines dans la contestation de son système fiscal. Le peuple ne l'acceptait plus, il avait perdu sa légitimité, le hiatus entre ceux qui payaient et ceux qui gouvernaient était devenu insupportable, qu'on y songe. La Révolution française a été nourrie par la crise financière de l'Ancien Régime, alors même que la pression fiscale en France était inférieure, par exemple, à celle du Royaume-Uni. C'est bien cela qu'il faut garder à l'esprit. L'histoire, les valeurs, les règles, les citoyens de chaque pays sont particuliers, c'est un ensemble de caractéristiques qui rendront tel système acceptable et tel autre inacceptable,
Sans consensus social, un modèle fiscal ne fonctionne pas. Et donc la rationalité ne suffit pas à sa compréhension. Il en faut très peu pour que le cercle vertueux de l'un soit le cercle vicieux de l'autre. C'est pour cela que cette thématique déclenche tant de passion. Venons-en au système que je connais un peu, le système français. Il se caractérise, vous le rappeliez, par un très haut niveau de prélèvement obligatoire, un très haut niveau de dépenses publiques. En revanche, je rappelle que le niveau du déficit public n'est que dans la moyenne des pays européens. En France, la pression fiscale se situe aux alentours de 45% du PIB et les dépenses publiques dépassent 56% du PIB, alors qu'en Espagne, par exemple, la pression fiscale est inférieure à 34% du PIB et les dépenses publiques restent en deçà de 44% du PIB. Avec une différence de 10 points, les évolutions des politiques publiques ne peuvent être que différenciées. Et il faut le souligner, plusieurs systèmes coexistent en Europe et dans l'OCDE. Certains ont donné une place prédominante au secteur privé, d'autres ont privilégié la sphère publique, avec une économie sociale, plus ou moins nationalisée selon les cas. On tente sans cesse de mettre sur le même plan, de comparer ces différents systèmes, alors qu'ils reposent sur des bases si variées, l'exercice est périlleux. Pour tenter de comprendre le système français, allons plus loin, étudions spécifiquement ses tenants et ses aboutissements. Qu'y a-t-il derrière ces dépenses publiques? Bien évidemment, les dépenses de l'État. Que représentent-elles? Le tiers de la dépense publique. Sachant que cela inclut l'éducation nationale, pour une très grande partie, la défense nationale, pour 2% du PIB, un peu moins, et on voit aujourd'hui à quel point elle est nécessaire, le service de la dette. Il en reste bien peu en vérité pour ces fameux frais de fonctionnement de l'État dont on parle tout le temps, où l'on s'imagine des armées de fonctionnaires improductifs. La vérité, c'est que la santé, le système de vieillesse, l'assurance chômage, l'éducation forment à elles seules près des 2 tiers des dépenses publiques. Et en France, ces dépenses publiques, M. Chartier le rappelait, ont une fonction sociale et sociétale de cohésion, d'égalité, de redistribution. Il s'agit d'un choix politique avant tout, qui permet d'avoir une école publique universelle et gratuite, un système d'assurance maladie universel et redistributif, qui recherche l'égalité des droits, quel que soit le niveau des contributions. À l'inverse, quels sont les prélèvements? Quelle en est la répartition? Qui contribue au financement de la dépense publique? La TVA, 15% des prélèvements obligatoires. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, 7% seulement. L'impôt sur les sociétés, à peu près la même chose. Et les cotisations sociales pour à peu près 40% du prélèvement obligatoire. Le cœur du débat est politique. Derrière le discours économique se situe en réalité un choix de société. Faut-il apporter les grandes prestations sociales par le marché, l'argent de chacun arbitrant, ou par le corps social au nom de l'égalité? Le contexte historique, M. Chartier l'a rappelé. Pour la France, c'est après la Seconde Guerre mondiale. La France vient de vivre son plus grand traumatisme de l'histoire, dans son histoire. Un nouveau pacte est scellé entre les Français et l'État, un pacte de justice sociale. Le préambule de la Constitution de 1946 énonce les principes politiques, économiques et sociaux que la Constitution de 1958 reprendra, revêtant ainsi ces principes d'une valeur constitutionnelle. Outre la dimension historique de cette période, le contexte économique, vous l'avez rappelé aussi, était particulier. La France allait vivre une grande période de reconstruction, puis les 30 Glorieuses. Elle allait connaître 5% de croissance en moyenne entre 1950 et 1980, puis 2% de 1980 à 2008. L'objectif d'alors résidant dans le partage équitable des fruits de la croissance. Les circonstances ont changé. La dette publique atteint des niveaux très élevés, la croissance du PIB reste faible et le potentiel de croissance de l'économie européenne dans son ensemble semble structurellement bas, avec une population qui vieillit. Ceux qui contribuent à financer le système social sont de moins en moins nombreux par rapport à ceux qui en bénéficient. Tel est bien le problème français, mais même le problème européen. Le poids de la dépense socialisée a cru dans le PIB, alors même que la richesse nationale augmentait moins rapidement, et au même moment, la mondialisation conduisait à une perte de compétitivité de l'appareil français. Le cercle vertueux menaçait de devenir vicieux. Attardons-nous quelques instants sur les niveaux de dette. Nous pouvons constater que l'ensemble des économies développées, comme dit le FMI, présentent un niveau très élevé. Les États-Unis, 105% du PIB. Le Japon, 243% du PIB. Le Royaume-Uni, 90%.
la zone euro 95%, la France est dans la moyenne, l'Espagne flirte avec les 100%. À cela s'ajoute un endettement privé très différent selon les pays. Quelques chiffres. 215% pour l'Espagne, 191% pour le Royaume-Uni, 160% pour la France. Il n'y a donc pas d'exception française s'agissant du poids de la dette publique dans le PIB, et il y a une dette privée française plutôt inférieure à la moyenne des pays développés. La tâche du gouvernement est difficile. Réformer le système social, le réinventer afin de permettre aux citoyens de bénéficier des mêmes services publics tout en assurant la pérennité, le financement, la viabilité, grâce à un appareil productif armé pour faire face à la compétitivité mondiale. C'est le moment de s'interroger sur le rendement social de la dépense publique. À quoi servent ces euros dépensés? La dépense publique est-elle efficace? Atteint-elle ses objectifs? Je prendrai 3 exemples. Le premier, c'est la politique familiale de la France. Elle se décline en plusieurs instruments développés depuis la Libération. Le quotient familial, les allocations familiales, des politiques municipales qui rendent la crèche et l'école maternelle accessibles, si possible, à tous, en tout cas au plus grand nombre. Son résultat, le taux de natalité français. Le plus haut de l'Union européenne, avec 12,3 naissances pour 1000 habitants, alors que la moyenne de la zone euro est de 9,7 et celle de l'Union européenne de 10. Cela donne à la France un dynamisme démographique qui est notre meilleur atout pour l'avenir, et ceci prouve que des politiques publiques bien conduites avec persistance et constance donnent de bons résultats. Un autre exemple, le système de santé. Les dépenses de santé françaises par habitant sont 2 fois moins élevées que les dépenses de santé américaines. Je répète, 2 fois moins élevées que les dépenses de santé américaines. 3 400 € pour nous, 5 700 € pour eux. L'espérance de vie en France est plus longue qu'aux États-Unis. Et en France, être malade ne ruine pas les familles. La forme de notre système de santé a donc permis non seulement d'assurer un bon résultat en termes sociaux, mais également de créer un secteur économique qui nous donne, dans le domaine de l'hôpital, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, des champions mondiaux, il ne faut pas l'oublier. Enfin, l'éducation nationale. En France, il est de coutume de se plaindre d'un système trop onéreux, inégalitaire, inefficace. Ce que je constate en tant que responsable en Espagne d'une vingtaine de lycées français, c'est que c'est un système qui fonctionne, qui produit des listes d'attente et qui est considéré comme par les Espagnols comme donnant aux jeunes gens qui y vont la capacité de suivre des études supérieures dans les meilleures universités mondiales. Alors, ce qui est en cause, ce n'est pas le cœur du système, c'est l'adaptation de ce système à de nouvelles réalités. Il faut réformer, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, comme disent les Anglais, ce serait une erreur. La France a besoin de se réformer, et se réforme pour pérenniser le modèle qu'elle a créé il y a 70 ans dans le respect de ses grands principes républicains. La maîtrise des déficits publics est primordiale. Le service de la dette est trop lourd en France, 47 milliards annuels, comme il l'est en Espagne, 30 milliards, avec la différence de PIB entre nos deux pays. D'autant plus que la dette pèse sur les générations futures. C'est pourquoi le ministre des Finances l'a rappelé, la maîtrise des finances de la dépense publique constitue un pilier de notre politique économique, au même titre que la baisse des charges ou les réformes structurelles, qui, elles aussi, iront à leur terme. Nous agissons dans le cadre de nos engagements européens et dans le strict respect du pacte de stabilité et de croissance. Le pacte de stabilité et de croissance prévoit des engagements dont la réalisation tient compte des circonstances exceptionnelles qui peuvent se produire. Et ce que plaide actuellement le gouvernement, c'est que la baisse de l'inflation, le ralentissement de la croissance, justifient pleinement que nous ajustions notre rythme de réduction du déficit au risque de récession qui nous menace. Car chacun sait que la récession, c'est l'impossibilité absolue pour nous de réaliser nos engagements, et c'est la transmission de la récession
à nos voisins, qui sont nos premiers fournisseurs et dont les exportations en pâtiraient. Les objectifs de déficit public, ce sont 4,4% pour 2014, 4,3% pour 2015. C'est évidemment inférieur en rythme de réduction à ce que nous avions souhaité. La différence porte sur une dizaine de milliards par rapport à un PIB de 2000 milliards. C'est peu par rapport au risque de récession qu'il faut éviter. La France fait des réformes. La France contrôle ses finances publiques. Le président de la République l'a rappelé, 50 milliards d'économies sur 3 ans, ce n'est pas si facile. Tous les acteurs publics vont devoir réduire leurs dépenses. 18 milliards d'économies pour l'État. Je rappelle que les salaires de la fonction publique sont gelés en France depuis 4 ans maintenant. 11 milliards d'euros d'économies pour les collectivités territoriales, 10 milliards d'euros d'économies pour l'assurance maladie et 11 milliards d'euros pour la protection sociale. Une réforme territoriale de grande envergure qui permettra de grandes économies de frais de fonctionnement. Le modèle social ne sera pas mis en cause, car les amortisseurs qu'il a permis ont donné à la France une résistance à la crise indiscutée par les économistes. Et s'il est vrai que la France reprend moins vite que d'autres, c'est aussi qu'elle a beaucoup moins baissé que d'autres. Le second objectif du gouvernement, c'est l'amélioration de la compétitivité française qui s'est terriblement dégradée au fil des ans, vous le disiez, Monsieur Chartier, conduisant à une perte de part de marché à l'international. Le Premier ministre l'a rappelé, la principale difficulté de notre économie, c'est la perte de compétitivité de nos entreprises. L'Allemagne, entre 2000 et 2012, n'a constaté qu'une dégradation de 10,6% de ses parts de marché, l'Espagne de 11,4%, la France de 34%. Ainsi, l'enjeu est simple. Produire suffisamment pour financer notre système, cela veut dire produire suffisamment compétitif pour vendre nos productions dans un marché mondialisé. Afin de soutenir l'innovation, le gouvernement a développé de nouveaux moyens sur lesquels je ne m'étendrai pas. Le crédit impôt recherche est connu, de nouveaux modes de financement. Il a également pris une nouvelle orientation qui est l'allègement des charges qui pèsent sur les entreprises. Grâce aux 40 milliards de baisse de prélèvements sur les entreprises d'ici 2017, dont 12 milliards en 2015, les entreprises françaises bénéficieront d'un soutien exceptionnel. Ces réformes ne sont pas des idées, ces réformes sont des réalités qui s'appliquent aujourd'hui et qui changent profondément le mode de financement de la protection sociale en France. Quel est le rôle de l'Europe dans tout cela ? Comment parler de croissance, de dépenses publiques, d'équilibre budgétaire sans parler d'Europe ? Vous le disiez, c'est au niveau européen que nous avons transféré de nombreuses compétences. Tout d'abord, l'Europe doit assumer son rôle, notamment en ce qui concerne l'investissement. Le prochain président de la Commission, M. Juncker, a annoncé un plan de 300 milliards d'euros que la France soutient fermement. Sans investissement, nous ne pourrons plus prendre part à la compétition mondiale. Ces investissements doivent être tournés vers des projets d'infrastructures, notamment énergétiques, car le coût de l'énergie en Europe est bien trop élevé par rapport à ce qu'il est aux États-Unis, et parce que la sécurité énergétique de l'Europe exige que nous construisions un système européen de distribution et de production de l'énergie. Ceci doit être une priorité pour l'Espagne. Cela veut dire en particulier que l'Europe prenne en charge le financement des interconnexions qui permettront de la relier au continent européen sur le plan énergétique. C'est un enjeu stratégique, nous en sommes d'accord et nous le soutenons. Ces investissements doivent aussi être tournés vers la jeunesse, vers l'innovation et la recherche, car c'est ainsi que nous construirons l'Europe de demain. La Banque centrale européenne prend toutes ses responsabilités. Et le Premier ministre le soutenait, le rappelait, le soutien à la croissance en Europe nécessite une politique monétaire adaptée. Cette politique joue directement sur le prix des exportations, sur le coût du financement. Et M. Valls le disait récemment, les décisions de la Banque centrale européenne ont permis d'amorcer une baisse de 10 centimes de l'euro par rapport au dollar. Appliquée à toutes nos entreprises exportatrices, cette baisse représente des dizaines de milliers d'emplois préservés
Le président de la BCE lui-même a déclaré qu'il était prêt à d'autres types d'interventions pour soutenir la croissance. Il a aussi recommandé que les politiques nationales structurelles soient accompagnées au niveau européen par une politique globale de la demande. Le FMI, l'OCDE, de nombreux économistes ne disent pas autre chose. Il importe enfin de construire une authentique coordination, une authentique solidarité entre les politiques macroéconomiques des uns et des autres. À l'heure où menace la déflation, ceux qui réforment et ajustent leurs dépenses doivent pouvoir compter sur une demande plus forte chez ceux qui ont une situation plus aisée. Ce n'est pas une question de vertu ou de laxisme, c'est une question de solidarité et de croissance pour tous. Pour conclure, mesdames et messieurs, réitérant mes remerciements, je voudrais, comme l'a dit M. Chartier, rappeler la force de l'amitié entre la France et l'Espagne dans cette période particulière. Pendant la crise, la solidarité entre la France et l'Espagne a été totale. Elle a été totale au moment où l'euro a été menacé sur les marchés internationaux parce que certains pensaient que les gouvernements européens ne prendraient pas les décisions nécessaires pour le sauver. Elle a été totale quand l'Espagne a dû prendre des mesures extrêmes pour pouvoir sauver son économie. Elle est totale aujourd'hui quand il s'agit de dire à nos partenaires européens oui aux réformes structurelles, oui à la rigueur budgétaire, non à la récession. Nous voulons des politiques dynamiques de croissance. Nous voulons une Europe avec un gouvernement économique plus fort et mieux coordonné. Nous voulons que l'Europe entende ce qu'il s'est passé lors des élections européennes, quand l'abstention a été la championne du vote et quand les partis eurosceptiques ou europhobes ont gagné la première place. Il faut que l'Europe entende cela. Il faut que l'Europe comprenne qu'à l'heure où les États-Unis mettent comme premier objectif la croissance et le rétablissement de l'emploi, l'Europe ne doit pas mettre pour premier objectif autre chose que la stimulation de la croissance et de l'emploi. Je vous remercie.